à tous et bonjour pour ce petit débat donc sur l'ODH. Donc on va parler ODH. Alors on avait fait une petite vidéo il y a 2 semaines, juste le jour de la banlist, où on avait parlé à chaud, voilà, juste sur les premières impressions en tant que joueur, parce qu'il faut dire qu'on est des êtres humains, on est des joueurs, et les premières impressions qu'on a eues directement après avoir vu la banlist. Maintenant que l'eau a coulé sur les ponts, maintenant qu'on a un peu réfléchi, on va en reparler succinctement. Et puis après, par la suite, on va parler un peu de l'avenir de l'ODH. Donc on va profiter du fait qu'on ait Jocelyn ici qui connaît vraiment bien le format et qui a du coup pu discuter. Pour ceux qui n'ont pas vu un super article sur Magic Corp en première page qui parle justement de l'évolution de l'ODH, n'hésitez pas à aller le voir. Surtout pour les gens qui ne savent pas, parce que tu dis Jocelyn, c'est Asimov. Hein. Asimov, donc, ceux qui savent pas. C'est un modérateur. Pseudo, voilà. Là, on a Zach, c'est Falcouille. C'est moins sexy tout de suite. Moi, ça va être Bebop. Voilà, pour ceux qui... c'est sûr que c'est pas un deck sur le ball. Donc, du coup, on va commencer par phase 1. La banlist. La banlist. Maintenant que 2 semaines sont passées, qu'est-ce qu'on peut en dire? On fait un briefing. Déjà, à chaud, vous étiez plutôt content ou ok pour la banlist, pour les changements des cartes bannies. Ouais. Et très en colère, enfin du moins... Plus en colère sur la watchlist. Ah, c'est ça. Donc maintenant qu'on est 2 semaines après, on va juste reprendre simplement la banlist. Vous avez un peu pu voir ce qu'il y avait sur les forums, les discussions. Voilà. La banlist, je pense qu'on reste tous, et je pense qu'il y a quasiment 90% des joueurs, quels que soient les pays en fait, qui sont... Ah oui, tout à fait. Au niveau des pays étrangers, tout le monde est d'accord. Il fallait que ça parte. La banlist, on n'a rien à dire. Les cartes qui sont parties devaient partir. Voilà, donc ça, sur ça, même avec le recul, on est d'accord, on va pas rager dessus. Maintenant, on va un peu parler de la watchlist. Donc voilà, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Zach, tu veux t'exprimer? Moi, je veux bien m'exprimer. Alors, tout le monde connaît un peu le point de vue que j'avais, parce que j'avais fait une vidéo. Donc, on était d'accord effectivement sur la banlist. Par contre, sur la watchlist, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et notamment, le fait qu'il y ait Gennara et Narset qui étaient dessus. Et qui... pour moi, en tout cas, voilà, n'avait aucun lieu d'être sur cette liste-là. À côté de ça, il y avait également le fait que Cataclysme avait été retiré de cette watchlist, ce qui est complètement incroyable, parce que c'est une carte qui peut renverser une game. Du moment où une carte peut renverser une game, elle ne peut pas sortir d'une watchlist et elle doit y rester. On a 2 points de vue différents qui ne sont pas les mêmes. Moi, je vais apporter des nuances en plus, car le comité s'est un peu défendu de la présence de ces 4 généraux sur la watchlist, en disant que déjà que le problème de la watchlist, c'est que pour un général, pour qu'il soit banni, il faut qu'il passe forcément dessus. C'est ça. Et si par malheur, un des 4 sont entendus, Marat, Animar, Narset, et le dernier c'était, je sais plus lequel. Narset, Gennara, Animar. Enfin, en gros, gagner tous les tournois d'ici juillet, il devait encore attendre 3 mois pour le bannir. Par étape. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont préféré anticiper, voir large pour être sûr. Donc ça, on peut le comprendre. Et ça, je pense que les gens peuvent le comprendre. Le souci, c'est que depuis la création du comité, quasiment, après je me trompe peut-être, quasiment chaque carte qui a été mise en watchlist, tôt ou tard, pour tous les généraux, a fini ban. Donc tout ce que les gens se disent, c'est que en gros, vous êtes en train de me dire que même si c'est pas la prochaine, même si c'est dans 2 ou dans 3, ça va finir ban. Et c'est ça que les gens sont pas d'accord. Et puis encore une fois, ils ont encore, après tous ces débats sur les forums, ils ont précisé en plus que être sur la watchlist ne veut pas dire que ça peut être banni, c'est juste que c'est surveillé. C'est ça. Mais le problème, c'est que pour nous, joueurs, on n'a jamais vu un général arriver sur la banlist et repartir de la banlist. En gros, à chaque fois, il était banni. Donc forcément, dans leur com, c'était pas expliqué du tout ça. Alors là, ça surprend les joueurs, on n'a pas compris. On a une petite pépite de Zach là, 2 points de vue différents qui ne sont pas les mêmes. Jusque là, ça paraît fort. Je pense qu'on peut l'enregistrer ça. Après, ça reste correct. Parce que vraiment, 2 points de vue différents sont rarement les mêmes. Grosso modo, c'est vrai que sur les forums, moi j'essaie d'expliquer aux personnes qui étaient là que nous on souhaiterait, que des personnes soient mais ça, je pense qu'on va en venir dans un deuxième point en parlant de la suite de l'EH. Ouais. Là, on parle juste de la banlist, la watchlist. Je pense que la peur des gens, en fait, et je pense que vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que tant que la watchlist, c'est que une watchlist, les gens ils disent c'est pas grave. Si la watchlist, ça va être ban, c'est sûr, mais on sait pas quand, ça fait peur. Parce que au pire, si c'est une watchlist, on se dit bon, c'est sur la watchlist, et puis ils ont juste voulu mettre sur watchlist 3 mois histoire de voir comment ça se passe, après ils l'enlèvent. Je pense que là, tout le monde dit ok, on comprend. Les gens ont vraiment peur de voir
4 généraux partir d'un coup. Et surtout, mes 4 généraux populaires. Populaires, c'est ça. Le problème, c'est que Tasigur et Issan arrivaient un peu à dégoûter le joueur en face. C'est ça. Mais même le joueur lui-même qui jouait le jeu, il s'amusait pas. Et puis il avouait que, bon, j'avoue, c'est fort. J'avoue que c'est un peu très fort. C'est tout. Marat et Animar sont des généraux aussi qui sont un peu non fair-play contre certains archétypes. Je propose de faire un livre collector des citations de Zach. Bonne idée. Vraiment un bêtisier pour la fin d'année. Mais voilà. Il sera long. Le problème, c'est que général, personne n'a jamais pensé qu'il serait bannissable. C'est ça. On voit pas les créatures et faire, elle n'a pas de. Au-delà de général, moi je trouve que c'est encore. C'est pire, hein, mais c'est encore plus incompréhensible. Narset, ils ont peur parce qu'il y a eu un moment, quand Narset était sorti, il y avait une grosse période de hype qui a duré 3-4 mois. Ouais, c'est ça. Où tout le monde essayait de jouer Narset. Et même, c'est à ce moment-là que Wizard a sorti une carte qui était un terrain qui enlevait l'exproof. Oui. On a eu limite l'impression que c'est une carte qu'ils avaient créée pour Narset. Qui n'a jamais été jouée en EDH. Et qui n'a jamais été jouée au final. C'est pas utile, hein. Donc c'est ça. Et après, il faut se rendre compte que Narset aussi, des fois, comme on le disait un peu avant en discussion, ça va attaquer. Et on va révéler un contre et 3 landes. Mais au-delà de ça, on a 5 ou 6 tours pour se préparer à l'arrivée de Narset. C'est ça le truc. Et le DH, on sait qu'il y a des decks qui finissent tour 4, tour 4, tour 5, c'est fini. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre en considération... C'est ça. Après, le comité dit que c'est qu'ils ont peur que tous les joueurs de contrôle se tournent maintenant vers Narset. Donc ils ont peur que ça fasse un peu des bulles. Je pense que s'ils doivent se tourner vers un deck, ça sera GA. Mais après ou Mono Bleu, qui sont des decks. Mono Bleu, voilà, je pense que ça qui est très stable. Après, comme dit, on va pas passer une demi-heure sur la banlist, on en a déjà parlé un peu. Si ça reste qu'une watchlist, il n'y a pas de problème. Le seul point sur lequel, même 2 semaines après, je ne suis pas d'accord, et ça c'est moi mon avis, comme on dit, Cataclysme, alors je ne dis pas que c'est une carte qui doit être bannie, je dis c'est une carte qui doit rester sur watchlist. Parce que c'est une carte qui, en fonction du méta, à chaque instant, doit pouvoir partir si jamais elle... Après, c'est que, par contre, ils ont précisé que les cartes non générales peuvent partir. Pas comme ça, peuvent être bannies à présent sans être... D'accord. Donc s'ils voient que... s'ils voient que Cataclysme devient trop fort, ils peuvent... Ok. Donc voilà. Le Cataclysme est plus une carte combo à la base, parce que finalement elle est jouée que si c'est un plan de jeu qui permet de jouer le Cataclysme. C'est de la boue Narset, ça sort à 6, ça fait rien. Mais c'est vrai, c'est très vrai. C'est pas faux quand tu joues des autres généraux qui font des choses bien plus abusives. Et qu'il faut pas oublier que Narset c'est une créature qui a 3-2 de body quand même, hein. C'est pas non plus un truc de fou. Non mais ça, un pyroclaste, un Eddy. Ça se prend un Eddy, un pyroclaste, mais c'est mort. Hein. Je veux dire, t'as payé 6, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle... Je vais pas dire foudre, parce que sinon ça va être un bêtisier. Défense asymétrique quand même. On se calme. Mais voilà, donc ça c'est par rapport à la banlist. Voilà, donc nos avis restent un petit peu les mêmes. On est peut-être un peu moins aigris dessus. On est, comme dit, on est content de la banlist. On peut comprendre la watchlist si ça reste juste une watchlist, si c'est pas une promesse de ban. Ça, on craint. C'est que la banlist est très bonne. Honnêtement, même si parfois on aurait aimé que Tasigur reste ou Issan, en soi, la banlist est cohérente. C'est important, c'est qu'elle est cohérente. Après, on peut aimer ou pas, mais elle est cohérente. Bien sûr. Mais par contre, la watchlist est pas du tout cohérente par rapport à ce qu'on avait connu avant. C'est ça qui surprend. On est d'accord. Et Dieu sait qu'on joue Issan, donc on était... Ah oui, non, mais je veux dire, voilà. Après, il faut aussi se rendre compte que on jouait tous les deux Izan, et on est tous les deux d'accord pour dire que Izan, c'était trop fort. Ça correspondait pas à la politique de ce que devait être le DH, c'est-à-dire un format singleton. Puisque surtout, finalement, avec Izan, on faisait une sortie curvée comme tout le temps. Et on remarquait qu'on s'amusait même plus au bout d'un moment, parce qu'on l'a même mis de côté. Tour 1 F, tour 2 Izan, tour 3, je vais chercher la créature qui me permet de réduire Izan une fois, je vais chercher l'elfe qui cherche Behemoth win. Voilà, c'était un petit peu... Hey Rude, hello. On a Rude qui est venu. Oui, je le connais aussi. Voilà, donc Rude qui est là. C'est un président, ancien président de chez Malthus. Voilà, donc un joueur de chez Malthus. Donc on fait une petite vidéo, petite dédicace à toi, et on continue sur une vidéo où on parle de l'EDH. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester avec nous. Plus simple pour la banlist, ils sont plutôt ok. Maintenant, ce qu'on voulait vous parler un peu, c'est que voilà, on a une banlist, on a des évolutions qui se font en EDH. C'est quoi l'avenir de l'EDH ? Bah, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a que 2 voies possibles. Voilà. Soit on reste en 30 points de vie et forcément il y aura de plus en plus de ban. C'est juste logique, il n'y a pas d'autre alternative. Soit on choisit de baisser les points de vie et à ce moment-là on aura aussi moins de ban, forcément. La question c'est que si on baisse les points de vie, on passe à 25 ou à 20, c'est plutôt le débat. Et actuellement le débat n'est plus trop entre 30 points de vie ou moins de points de vie, mais plutôt entre 25 ou 20 points de vie.
Il y a une sorte de consensus général qui dit que oui, il faut baisser les points de vie, c'est peut-être plus... En gros, c'est entre 20 et 25, il n'y a que The Sword qui aime son 22,5 points de vie, il aime bien le placer. Mais voilà, donc du coup, nous on va commencer par vous parler du fait qu'il y a des organisateurs qui ont commencé à faire des tournois à 20 points de vie, dont un qui est ici, dont on va un peu vous parler, qui est le tournoi à Orléans, qui était un tournoi 20 points de vie. Du coup, on voit ici, c'est un tournoi à 20 joueurs, c'est un tournoi test. Le but c'est de tester un peu le format, tester ce que les 20 points de vie peuvent amener. Et donc, du coup, je vais laisser peut-être un peu Azimov en parler. Parce que toi déjà, il faut tout prendre avec des pincettes. C'est ça. Parce que déjà, c'est un tournoi de 20 joueurs, donc très peu. Ce ne sont que des joueurs locaux, forcément. Très peu vont se déplacer pour un tournoi aussi peu. Prenez aussi en compte que c'est un tournoi auquel les joueurs ont créé des listes sans avoir des précédents avant. Donc ils ne peuvent pas se baser sur des listes déjà construites sur un metagame. On peut pas net-decker les listes, on peut pas regarder les listes des deux joueurs. En gros, les joueurs se disaient à chaque fois Zurgo sera joué, donc il faut que je build contre Zurgo. C'est ça. Et on le voit bien dans ce top 8 où il y a 2 Zurgo et un Krenko, donc mono rouge et populaire. Et voilà, donc toutes les listes ont pris ce match-up en tête, mais sans vraiment savoir à quoi ressemble le metagame en général. C'est ça. Quoi penser du... Alors là, on regarde le top 8, on va arriver sur quelque chose qui, justement, je pense, va étonner tout le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 decks blancs-bleus en finale. 2 decks contrôle un peu, 2 decks lents en finale, alors qu'on s'attendait tous à voir du Zurgo, du Marat, à foison, en x8 sur le top 8, donc voilà. Suivi par un deck ramp, qui est Titania. Voilà. Et on va dire 5 decks aggro. Parce que, proche est un peu aussi ramp. C'est un peu ramp. Il y a Doran qui est un deck aggro et qui, du coup, en 20 points de vie, est peut-être meilleur qu'Anafenza, mais c'est simplement à cause du body. Voilà. Du body aussi, que tu as beaucoup de cartes en 1-5 ou 1-4 qui ont des points de vie. Voilà, comme du coup, ça permet d'avoir une grosse force de frappe, ça permet d'avoir un bon body, d'avoir des murs qui contre aggro sont meilleurs. Du coup, on est meilleur contre aggro et on peut quand même taper fort. On remarque surtout qu'il y a un côté éclectique là, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de decks qui sont représentés dans ce top 8. Hein. On a juste 2 fois Zurgo, mais sinon on a Doran, on a Proche, on a Titania, on a Krenko, on a Brago et on a Narset. Après, c'est pas nouveau, même en 30 points de vie, on a quand même toujours très souvent 8 généraux différents. Ouais, c'est ça. On a la chance en EDH d'avoir des top 8 qui sont plutôt. C'est pas comme au moderne, on avait un top 8 avec 6 Eldrazi et des Ability. Après, là où je veux en venir aussi, c'est qu'on a peut-être certains commandeurs qui n'arrivent pas souvent. Je pense par exemple à Krenko qui à un moment donné pointé. Je le vends pas ça. Mais c'est vrai que là, je le vois dans un top 8. Donc après, on en parlait un peu plus tôt. Ouais. Et Krenko, finalement, on pense que c'est juste, c'est juste une fois. Et finalement, si on joue mono rouge, ce sera juste Zurgo qui sera meilleur. Parce que, on est d'accord. Parce que pourquoi jouer un joueur à 4 Bien sûr, Zurgo meurt, il revient 3, il meurt, il revient 5. Krenko meurt, il revient 6. Parce qu'on rappelle que pour faire top 8 à un tournoi de 20 joueurs, c'est 3-2. Ouais. Continuez vos live et streams. Cool, donc les streams ça plaît, c'est cool, on va continuer à en faire, on va essayer de prévenir un peu plus à l'avance. Et on va continuer par contre sur ce 20 points de vie, donc on a parlé du 20 points de vie. Et là sur 20 points de vie, on voulait s'arrêter un peu sur un deck qui va un peu, juste pour vous montrer un petit peu. Il finit premier. Il finit premier, c'est un Narset, et juste pour vous montrer l'évolution du méta à cause de ces 20 points de vie, c'est qu'on va avoir un deck, comme vous voyez Narset, et petit à petit on va descendre, et là vous allez voir qu'on a un deck qui a énormément d'anti-bet et très très peu de contres. Vous voyez, si on peut compter les contres, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contres. Voilà. Donc, en gros, 2 fois moins que pour une Narset normale. C'est ça. Et par contre, on va avoir énormément d'anti-bet, donc on sent que c'est un deck contrôle, mais qui, alors moi j'utilise cette expression, qui a dû un petit peu se prostituer, qui a dû un petit peu totalement se changer, parce qu'il a dû se dire, faut pas que je pense que je joue contre des combos, contre des contrôles, faut que je pense que je vais jouer que contre l'aggro. Parce que finalement, mono rouge était la cible à battre pendant ce tournoi, et on le voit avec cette liste. Donc la question qui se pose maintenant, c'est que est-ce que du coup les contrôles dans ce nouveau méta à 20 points de vie seront pas tous obligés de jouer entièrement contre aggro, ce qui fait que ça tue un peu, on va dire, le concept du... Ça c'est qu'on regrette, parce qu'on basculerait d'un format où tout le monde joue un peu contrôle combo à un format, ou du moins où la menace est contrôle combo, à un format où la menace est aggro. Donc on bascule d'un archétype à un autre sans pourtant créer un équilibre. Ouais. Donc, et contrôle ne peut plus être contrôle, c'est plutôt une sorte de deck 1000 anti-bet, 1 kill. C'est ça. Après, comme disait le joueur de ce deck-là, disait lui-même qu'il a pris un risque parce qu'il s'est dit que là, si je tombe contre un deck combo à
à la CDC mono noir ou un draw and go à la Vidven ou à la click, bah il savait qu'il avait perdu quoi, parce que du coup il se retrouve qu'avec des anti-bêtes et finalement ces anti-bêtes. D'où le fait qu'il connaissait un petit peu le metagame de chez lui, qu'il connaissait un petit peu les joueurs, qu'il savait ce qui allait être représenté. Oui. Et il a adapté à son deck également Salut Yoshi, merci de nous avoir rejoints. Par contre, tu as quand même plusieurs arguments en faveur de baisser les points de vie, que ce soit en 20 ou en 25 points de vie. C'est que déjà en 20 ou 25, les decks mono blanc et mono rouge sont plus forts. Ouais, c'est ça. Et forcément, ce sont des decks qui coûtent moins cher à monter. Et si on veut attirer du joueur débutant, ou du moins du joueur qui est casual et qui veut s'intéresser au format, c'est plus ça de commencer avec un deck qui coûte pas très cher aggro, mono rouge comme Zurgo ou mono blanc comme Kitéon. Et c'est beaucoup plus simple de gagner des tournois avec ça que forcément déjà commencer à monter un arc comme 3 couleurs. Et c'est un vrai argument de ne pas prendre en compte qu'on veut chercher un peu à populariser un format qui est encore un peu. On est d'accord. C'est ça, c'est surtout que, c'est en fait. Et puis le problème des 20 points de vie, c'est que ce que les gens ont peur, c'est que tous les généraux qui vont coûter au-dessus de 3 mana, à part des decks contrôle comme Narsat qui vont avoir énormément d'anti-bêtes, mais on va dire les jeux un peu plus, on va dire, un peu plus tier 2, tier 3 que les joueurs ont envie de jouer, on a l'impression qu'ils vont tous devoir disparaître, quoi, en fait. C'est un peu le souci du 20 points de vie, en fait. Comme précédent, on a comme quand avant on jouait à 40 points de vie, on avait tous les dragons. Ouais. C'était un peu aussi dragon, ouais. Ça. Et puis à un moment, on est basculé en duel commandeur, donc en 30 points de vie, les règles ont changé, le metagame a changé, et forcément, certains généraux, donc tous les dragons, n'ont plus du tout été jouables. Voilà, donc pour chaque changement, tu as forcément des généraux gagnants et d'autres perdants. C'est un fait. C'est ça. Et est-ce qu'on est prêt à perdre des généraux qui peuvent être intéressants? Est-ce que les généraux ramp peuvent être compétitifs? Est-ce qu'on est prêt à tuer un infectif? Des decks niveau 5 couleurs. Alors le 5 couleurs, je suis... c'est pareil, 5 couleurs, c'est compétitif en 30 points de vie. On va en venir au gros problème du 20 points de vie aussi. Parce que du coup, nous, on va vous dire plus tard qu'on est plus pour le 25. Mais voilà. Le souci du 20 points de vie, et d'ailleurs ce que je disais un peu à un commentateur, c'est que le 20 points de vie, on aurait dû mettre ou de base ou pas. C'est que les bases de mana tricolore et 4 couleurs, elles vont se faire tellement... En 30 points de vie, commencer à perdre 4-5-6 points de vie avec les manas, c'est encore jouable. En 20 points de vie, se dire que sur une partie, je vais avoir perdu 6 points de vie à cause de confluence de mana, à cause de fetch, c'est horrible. C'est ça. Tout à fait. C'est vraiment le souci en fait qui se pose. Du coup, est-ce que c'est la mort des tricolores non verts, puisque les tricolores verts ont la chance d'avoir le vert qui peut fixer les manas grâce à des elfes, grâce à des birds. Mais de toute façon, on le voit déjà en moderne. En moderne, il y a certains decks qui se piquent énormément, où on est très rapidement à 12-13 points de vie, et selon le deck qu'on rencontre en face, on a une mort assurée derrière, quoi. Quand on joue contre Burn aujourd'hui, si on a 12 PV, on risque de perdre le tour d'après. Et est-ce que dans le DH, on va pas se retrouver à un moment donné sur un système qui va mettre en difficulté les... Voilà, moi je pense qu'il faut... Voilà, c'est bien testé, on remercie de le faire au moins de voir, ça permet de donner un avis. Ouais. Moi je suis partisan du on teste tout et puis on voit après. Ouais. Et là c'est plutôt bien d'avoir testé. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas trouver un chemin à moitié avec les 5 points de vie de plus qui permettraient à contrôle un petit peu de respirer plus, on va dire, parce que là, le souci, et je pense qu'on en vient aussi à ce que tout le monde a peur, c'est Marat en 20 points de vie. Tout à fait, parce qu'ils ont fait un second tournoi, organisé il y a 2-3 jours, un tournoi avec moins de joueurs, seulement 14 joueurs étaient présents, et le top 4 était composé de 2 Marat, d'un Griselbrand et d'un Damia, qui est un général bleu, vert, noir, en mode contrôle combo. Et voilà. Donc, il y a eu un Griselbrand quand même. Le Griselbrand a réussi à se hisser, mais sa liste était bourrée de cartes Drain Life. En gros, il colle 3, il crache 2, il gagne 3, etc. Bon, faut tenir mais jusqu'au bout. Et les Marat, t'avais 2 versions. T'avais une version combo et une version aggro. Les versions un peu aggro comme les Mayazo en moderne, et une version un peu combo qui se rapproche plus des versions qu'on connaît nous actuellement en DC, avec un plan combo comme Kiki, soit... Alors, Burn, c'est ce qu'il est. Oui, Burn, c'est ce qu'il est. C'est pas le débat. Il y a aussi Rude qui nous dit qu'il va nous faire un peu de pub sur le forum, c'est sympa. Hein. On voit un peu. Alors, donc là, on parle un petit peu des limites du 20 points de vie. Maintenant, voilà. Imaginons qu'on rajoute 5 points de vie. 5 points de vie qui sont à mi-chemin entre le 30 et le 20, qui pourraient permettre justement à des decks tricolores ou à des decks contrôle de pouvoir continuer à jouer sans être obligé de changer tout leur plan de jeu. C'est ça. Est-ce que ce serait pas... Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les chiffres par rond, 25, voilà, on aime bien les chiffres ronds, on a fait 40, on a fait 30, donc on fait forcément 20. Est-ce qu'on va laisser un format se bloquer à cause d'une histoire de chiffres ronds
Ce serait dommage parce que là, en 30 points de vie, c'est l'archétype contrôle qui est dominant. C'est ça. En 20 points de vie, c'est l'archétype aggro qui est dominant. Est-ce que c'est vraiment intéressant de changer à ce point le format pour basculer d'un archétype dominant à un autre? Alors comment, du moins en théorie, parce qu'on n'a pas de preuves à l'appui, mais c'est sûr. En 25 points de vie, tous les formats seraient équilibrés parce que aggro pourrait comme ça abuser de sa 8ème carte qui est son général pour mettre une pression très forte au départ. Et puis surtout que beaucoup de decks aggro perdent leur partie à peu de points de vie de la fin. Enfin, en gros, Sauf que même en 30 points de vie, on voit des jeux comme Zurgo ou comme aggro, des fois perdent leur partie à 3-4 points. Donc si on était à 25, ils pourraient les mettre ces points. Là, on voit justement que vous voyez, je prends un autre exemple du deck qui arrivé deuxième qui était Brago de New Trader, qui du coup se voit obligé de jouer des acolytes du temple qui sont des 1-3 qui font gagner 3 points de vie, des morguesors, des murs, des cartes. C'est en fait, des cartes qu'on voit rarement. Dans ce genre de jeu. Parce qu'on est obligé de temporiser par des créatures. En fait, c'est Kalitas. Et oui, du coup, Monoblack Kalitas, est-ce que ça serait joué? Par contre, là, je viens d'avoir une illumination. Et voilà, la grosse question. Merci beaucoup, Strepsil, parce que je l'avais totalement oublié. Le problème du 20 points de vie pour moi, c'est qu'on ne peut plus vraiment laisser les 21 points de GG. Et moi, je vais plus approfondir ce point-là parce que j'ai une discussion avec une personne du comité qui me disait que l'arrivée de 21 points de vie pourrait aussi partir parce que ça serait une manière de nerfer Genara sans le bannir. D'accord. Parce que Genara tue beaucoup aux dégâts du général. Donc ce serait une manière de virer, du moins de affaiblir Genara sans pourtant tuer le deck. Et ce qui est un vrai argument, c'est que ça on pourrait... C'est pas faux. C'est sûr, mais après, dans Brago, c'est normal, les cartes comme ça. Le souci, c'est que tu vas avoir pas mal de généraux qui ont pour plan de tuer aux 21 points commandeur. Quasiment plus. Il y a encore Zurgo. Non, Zurgo, never. Si, Zargo Hell Smasher, pardon. Zurgo, la version la version Brass. C'est pas un deck joué. C'est pas un deck joué. Mais il va y avoir Wanderer qui souvent mais c'est qui va faire 7, 14, 21. Oui, mais c'est pas un deck qui a besoin de ça pour gagner en soi. C'est vrai. C'est un petit effet bonus, mais c'est pas besoin de ça. À l'époque, il y y avait Ruan des Fomori qui était joué justement mais qui est plus joué du coup. Et du coup, en ce moment, il reste quoi? Il reste Genara. Click et Genara. Et Vidven aussi. Vidven n'est pas joué. C'est un tiers 2, on va dire. Click, Genara, on peut trouver aussi parfois des Doran. C'est ça. Des différentes listes de Ujutai. Aussi. Mais alors, moi, ce que j'aimais bien dans les 21 points de vie, c'est que ça laissait la possibilité à certains jeux qui pouvaient pas faire la course au point de vie, parce que derrière, si on se retrouve avec des jeux qui gagnent 30, 40... ça n'existe pas, ces jeux-là. Ça n'existe pas, mais du coup, si on enlève la règle du général, est-ce que ça inciterait pas plus les jeux à se dire, du coup, gagner des points de vie, ça sert à quelque chose? Non, honnêtement, parce que parce que les dégâts, les listes qui tuent seulement au point de vie sont tellement peu jouées que si c'était vraiment le cas, ça serait déjà joué actuellement. C'est combien de points de vie. On est d'accord. C'est sûr. Après, est-ce que des généraux comme Zurgo vont pas être justement plus joués? Parce que pour le coup... mais peut-être que c'est une bonne chose. Parce que Uril aussi tue au point GG, mais c'est joué qu'à Otterstall. On va faire un méta spécial Otterstall une fois, t'inquiète pas. Parce que Zurgo a la fâcheuse tendance d'aller hyper vite Zurgo et de se stabiliser. Du mardu ou du mono rouge? Du mono rouge, enfin celui qui sort pour un rouge. Le mono rouge, oui. Le mono rouge. Moi j'ai joué en tournoi et c'est vrai que très rapidement, et donc tu prends beaucoup de dégâts au départ, et à un moment donné, c'est comme mono rouge quand on joue en moderne, ça va s'estomper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être à 7-8 points de vie, il suffit qu'on gagne 4-5 points de vie à ce moment-là. Et on voit que ça met en difficulté. Si on passe à 25 points de vie, c'est peut-être 5 points de vie qui vont faire que Zurgo va devenir encore plus compétitif. Oui, c'est ce qu'on dit. Et ça peut être intéressant parce que pour le coup, Zurgo perd que de temps en temps. On veut qu'il devienne compétitif, mais pas trop. Voilà. Je pense que ça serait juste que dans les formats type 2, Legacy et Moderne, les decks un peu comme Affinité et Mono Rouge sont pas des decks très intéressants à jouer contrebalancent leur puissance par la présence du side. Genre, on sait que en gros la 1 est forcément pour eux, à quelque chose près là, ils gagnent la 1. Et les games 2 et 3 sont pas pour eux. Ils ne commencent pas parce que le side est très bon contre ça. Mais en EDH, on n'a pas accès au side. Totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que chercher à trop vouloir aider à Mono Rouge en descend à 20 points de vie, sachant que le side n'existe pas, à ce moment on force toutes les listes à jouer anti-Zurgo, même si Zurgo n'est pas joué. Est-ce que on pourrait arriver au point de bannir Zurgo? Ce serait triste. Est-ce qu'on a un point de vue du comité, Azimov? En tout cas, moi, ce que je peux te dire par rapport, juste pour terminer sur les 21 points commandeur,
c'est vrai que ça nerf, pour pouvoir avoir joué des Genara, pour pouvoir avoir joué des decks comme Click qui tuent au point Commander, ça nerf énormément ces decks-là parce qu'il faut se rendre compte que ces decks-là, des fois, ils n'ont pas d'autre option que tuer au point Commander parce qu'ils savent qu'à la course, ils vont perdre. C'est-à-dire que je vais être à Genara, je sais que je suis à 18 points de vie. Derrière, il est à 30 points de vie ou 33. Et je vais pas avoir le temps de lui mettre les 33 points de vie. Et je vais devoir faire la course en mode je fais gonfler ma Genara et je vais tuer au point Commander. Ou je joue ma clique avec des pics de chantrune ou des trucs comme ça. Et je vais essayer de mettre 21 points Commander. Ça calme ce genre de deck. Donc, du coup, si le but c'est de faire ça dans une optique d'essayer d'éviter des bans à tout va, je suis pour. Et surtout, en plus, que c'est une règle que les joueurs débutants ne connaissent pas. Ouais. Du moins comme ça que bascule du moderne à l'ETH, c'est toujours plus simple de ne pas avoir expliqué cette règle-là. C'est vraiment sûr que voilà, t'as un général, c'est juste ça. On serait plutôt pour au final. Même si sur le premier abord j'étais un petit peu, je pense que c'est ça. Si ça peut permettre. Parce qu'en gros, ça avantage que des bons généraux et pas les mauvais. C'est ça. Généraux. En fait, ça avantage que des généraux qui sont déjà bons. Je pense que ça rééquilibre le truc. Et même Animar profite beaucoup de cette règle-là parce que une de ses combos qui est à base de recruteur. En gros, ce recruteur il fait action de mana, donc il paye ses mana avec ses points de vie. Ouais. Il fait ça pour justement tuer au 21, il ne peut pas sinon tuer à 30. Ouais. Et du moins ça nerf. Ouais, parce qu'il n'a pas assez de points de vie pour pouvoir le faire à 30, facilement à 21. C'est ça. Donc du moins, on change cette règle pour donc nerfer Genara et Marat, Genara et Animar, deux decks sur la watchlist du comité. Ouais, donc c'est vraiment un point intéressant qui mériterait d'être plus débattu et encouragé. Ce serait bien aussi de commencer à voir si en parallèle, alors je sais pas si les gens vont voir cette vidéo, que des organisateurs, même dans le coin, dans la région Alsace, mais dans n'importe quelle région, faire des FNM peut-être ou des tournois de test en 25 points de vie. Oui, c'est vraiment intéressant. Pour avoir des reports et pour qu'on puisse voir en fait entre les 25 points de vie et les 20 points de vie, quels sont le méta, qu'est-ce qui change. Moi je souhaite l'annoncer là tout à l'heure, enfin je sais pas, mais on a un gros tournoi le 4 juin au Zénith de Strasbourg et je pense que ça serait intéressant de le tester en 25. Ouais, de le tester en 25. Il faut le dire beaucoup plus tôt, au moins un mois à l'avance pour que les annonces seront faites début en avril. Semaine prochaine, on a prévu de se concerter pour envoyer la sauce. Il faut le faire très vite parce que, alors, on se rend compte aussi, que ce genre de tournoi demande de réfléchir tout seul à une decklist. Comme on le voit là, c'est des decklists. On peut pas net decker à Magic. Ce qu'on peut faire souvent, c'est qu'on va aller sur MTG Top 8, MTG Salvation, MTG, plein de sites qui ont des listes de decks qui ont perfait, et on peut regarder la liste et la copier, la changer un peu. Le problème avec un nouveau format comme celui à 25 et 20 points de vie, les listes qu'on a vues sont obsolètes. Il faut y aller en mode, moi j'y vais avec mes idées. Donc ça demande du temps. Par réflexe, tu prends une liste de Mono Rouge, de Rakdos, de Boros, et tu peux peut-être espérer y aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'on vous a dit au début, et Azima vous l'a dit, prendre avec des pincettes les résultats qui sont arrivés sur ces decklists-là. Parce qu'il nous faudrait une bonne quarantaine de tournois pour avoir des bonnes stats. C'est ça. 2, ce n'est pas assez. 2, ce n'est pas assez du tout. Surtout que Marat est envisagé à être banni en 20 points de vie. Zach, on veut en savoir plus. Écoutez... Je peux pas tout dire ce soir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le 4 et 5 juin, il y a un tournoi au Zénith de Strasbourg, que Nordic Queen sera là. Donc c'est ce que j'ai convenu avec elle quand je l'ai vue la dernière fois. Donc elle m'avait dit que c'était normalement bon. Donc elle sera là et comme dit, la Team Tokar sera là. On espère voir aussi Azimov là. C'est ça, aussi. Avec grand plaisir. Et comme dit, on va faire vraiment pas mal de com autour. Et là, on a une bonne idée qui vient de Strepsil qui fait qu'on peut faire une game en stream sur un EDH de 25 points de vie. Ça, c'est sûr, ça permet de. Pas ce soir. Pas ce soir, du coup. Non. Mais on peut faire une game sur un EDH 25 points de vie qu'on peut streamer et commenter. Ce qui nous permettra justement de vous donner les impressions à vif, à chaud quand on jout le deck. Qu'est-ce qui se passe? Le gros problème, c'est qu'il faut trouver aussi un joueur en face. Voilà, donc on le fera peut-être à ordi interposé. Du coup, il y aura que 2 commentateurs, enfin il y aura peut-être ou eux 2 ou moi, on verra. Mais on va essayer d'organiser ça, c'est une bonne idée, on la retient, on la met dans un note de tête et on va essayer de s'organiser ça, on a plein d'idées. Maintenant, il faut réussir à les mettre en forme, il faut réussir à préparer les choses. Mais en tout cas, tout conseil est bienvenu et merci pour cet avis.